Antoine Beyer, Université de Cergy-Pontoise et TDIE. Dans les programmes, on parle beaucoup des investissements de l'État, d'une logique de l'État. Il y a d'autres acteurs aussi qui se structurent, qui ont des projets. Ce sont les régions, avec les SRADET, qui ont aussi des volontés d'investir, de structurer. Comment est-ce que leurs projets s'intègrent dans le projet global de l'État? Est-ce que les dépenses que ces régions vont avancer sont comptabilisées ou pas de manière indirecte? Et dans la cartographie aussi, c'est une dimension qui aurait peut-être été intéressante. Peut-être c'est trop tôt parce que les SRADET ne sont pas encore publiés. Et comment se fait ce dialogue en fait? Alors effectivement, c'est même plus précis que les SRADET, c'est-à-dire qu'il y a des contrats de plan État-région. Et donc les perspectives budgétaires dont j'ai parlé et qui seront dans la loi d'orientation des mobilités comprennent une partie CPER et avec une contrepartie des régions. Et donc c'est bien effectivement dans les perspectives. Et tant que les contrats de plan État-région existent, ça sera dans les perspectives. Alors ensuite, il y a d'autres collectivités pour lesquelles les choses sont beaucoup moins claires que les CPER. C'est les départements, donc les 300 000 km de routes départementales sont sous maîtrise d'ouvrage départementale. Et là, effectivement, il n'y a pas eu finalement de prospective, l'État ne postulant pas pour les collectivités locales. Et quant aux métropoles, il y a souvent dans les métropoles des grands projets qui s'articulent autour des grands réseaux nationaux. Et donc, je pense par exemple à la gare de Saint-Charles, la gare de la Part-Dieu, enfin toute une série de grands pôles où il y a des articulations entre le projet purement ferroviaire, en l'espèce, et puis le projet d'aménagement de la métropole qui va reprendre sa voirie, etc. Mais ça ne sera pas dans la loi. J'ajoute un mot, en étant bien sûr parfaitement en phase avec M. Boupard. C'est que quand dans nos tableaux et nos récapitulations d'investissement, on compare les modes entre eux, on ne compare pas les mêmes choses. Pratiquement l'intégralité du réseau ferroviaire, elle est dans le budget de l'État d'une manière ou d'une autre, même si certaines régions, en dehors de leurs compétences, ont participé à la rénovation des infrastructures ici ou là. Alors qu'en matière routière, la part nationale, c'est la tête de l'iceberg. Il y a combien 600 000 kilomètres de voies communales, etc., ou 1 million, enfin bref. Donc il y a cette énorme part du réseau local qui dépend des collectivités, soit communales, soit départementales, et qui ne rentre pas dans la même analyse. Et pourtant, il faut bien que ça fonctionne ensemble et que ça s'ajuste, on en est bien d'accord. Mais là, la question de l'information n'est plus du tout la même. La représentation graphique, je n'en parle pas. Il faudrait 36 000 cartes détaillées, ce qui serait un joli livre. Voilà, mais tu as raison de poser la question, Antoine. Oui, Trorial, je représente l'Union des ports de France. Et je suis, à ce titre, l'un des fondateurs de TDIE. Donc, je voulais saisir l'occasion pour féliciter notre association du travail, une fois de plus accompli de manière brillante, complète, et qui fournit les éléments de réflexion à tout le monde, et spécialement éclairer le débat parlementaire, comme on avait commencé de le faire il y a 15 ans, vous le rappeliez tout à l'heure. Je n'évoquerai absolument pas les questions de grands projets, qu'ils soient fluviaux, mon passé pourrait le justifier, ou portuaires. Je veux simplement évoquer deux termes dont l'un a été employé par les uns et les autres, et l'autre pas du tout. Le terme qui a été employé, c'est le terme de nœud. Et dans les nœuds, il y a des nœuds qui ne sont pas toujours de très grandes agglomérations, mais qui, par l'existence d'un port, je pense à des villes comme Calais, pour le nombre énorme à la fois de véhicules et de passagers, mais on pourrait penser à Nice, on pourrait penser à d'autres villes, sans parler des ports, grands ports de marchandises proprement dit. Bon, sont des nœuds dans lesquels souvent des investissements sont nécessaires parce qu'on le voit, on est souvent proche de l'engorgement, d'un mauvais fonctionnement,
et les grands ports du Range Nord belge ou hollandais en souffrent déjà, beaucoup plus que nous. Par conséquent, il y a là un souci de programmation auquel on doit rester attentif. Le deuxième terme qui n'a pas été employé, c'est le terme de marchandises. Alors, les marchandises, dans un des nombreux rapports que j'avais été amené à faire au Conseil économique il y a de nombreuses années, j'avais dit « les marchandises se vengent quand on les oublie ». Je veux dire par là qu'on les retrouve sur la route, dans des camions, qu'on les retrouve dans des centres-villes, dans des endroits inappropriés, que la desserte rapprochée se fait mal et qu'elle contribue à compliquer la tâche de ceux qui sont chargés de fluidifier la mobilité. Par conséquent, j'espère que dans la LOM, il y a une place pour la réflexion, pour les investissements et pour les marchandises, parce que ne pas y penser, c'est compliquer la tâche, car les marchandises, je le répète, se vengent quand on les oublie. Peut-être un élément, du coup, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup transport de voyageurs. Alors, on a effectivement fait un travail de clarification de la stratégie logistique de la France. Et c'est un travail assez détaillé. Je retiendrai 3 idées. La première, c'est de garantir... Absolument. Voilà, donc la première idée importante, c'est de garantir l'accroche de notre pays aux grandes routes mondiales. Et ça, c'est un point qui est beaucoup plus d'ailleurs géostratégique que logistique. Personne ne souhaite que la France devienne un sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant du port d'Anvers. Et la France a des atouts qui lui permettent d'être dans cette compétition. Il faut que ces atouts soient préservés, améliorés, amplifiés. La deuxième idée, c'est le constat de l'explosion de la logistique urbaine avec corrélativement l'explosion du commerce électronique. Et ceci appelle des solutions particulières. On est sur un créneau logistique où on a des taux de croissance de 15, 17, 20% par an. Et ça finit par poser des problèmes divers, des problèmes d'engorgement, de pollution, de nuisance, des problèmes de régulation de ce secteur avec des pratiques parfois assez douteuses, et donc une véritable problématique en soi. Et puis le troisième sujet que je mentionnerai, c'est de manière beaucoup moins visible que dans les voyageurs, mais l'avènement de la donnée dans les marchandises et le changement finalement de point de vue des chargeurs dans un monde qui est un monde logistique mondial, mais qui est aussi un monde de la donnée mondiale, avec des espaces de données qui vont très loin dans des producteurs chinois, par exemple, et qui vont de l'autre côté très loin dans un Franprix en bas de votre quartier. Et donc, si notre pays veut rester compétitif sur la logistique mondiale, il lui faut aussi intégrer cette nécessité de comprendre la donnée mondiale de la logistique. Est-ce qu'il y a peut-être encore une question ? Merci. Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle. Bravo à TDIE, ce travail de cartographie, même l'État pourra s'en servir parce qu'il ne les avait pas, on n'avait pas eu ça encore. Bravo aussi sur l'intervention démontrant que derrière les flux, il y a des individus. C'est extrêmement important dans la démarche de reconnaître les usagers. Je voulais poser une petite question sur le domaine routier. J'étais hier dans mon département à une réunion, un de ces nombreux COPIL, concernant l'A31 bis, une des autoroutes les plus saturées de France. Hier encore, on nous laisse entendre que la maquette financière de cette autoroute, je ne vais pas parler que de ça, est loin d'être établie, puisque bien qu'elle était numéro 1 dans Mobilité 21, qu'elle est numéro 1 encore dans le COI, son financement est très très loin d'être assuré, et que les collectivités locales allaient devoir mettre la main au gousset d'une manière significative. Je voulais poser une question là-dessus, mais je voudrais quand même réagir au propos de M. Poupart, qui voit dans la réforme ferroviaire un verre plutôt bien rempli. Je vous avouerai que je suis un peu sceptique et je pense qu'on va devoir y revenir assez vite. Une belle intervention juste avant la mienne sur les marchandises. Le fret n'a pas été évoqué dans cette réforme ferroviaire. Je ne comprends pas. C'est pourtant les mêmes rails qui portent
les trains de marchandises et les trains de voyageurs. Les petites lignes, on a mis ça sous le tapis vite fait parce que c'était compliqué politiquement de régler cette question sensible. Le financement, on n'a pas la nouvelle trajectoire financière de SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Et on a un désendettement, d'accord, ok, mais où on va? Est-ce qu'on va reprendre demain, parce que c'est après-demain le désendettement, une partie de ce qu'on a remis? On ne sait pas bien. Et puis, ma foi, les grèves, je crois qu'elles ne sont pas finies parce que la convention collective, elle n'est pas signée. Alors attendez, je ne vais pas faire que du négatif, il y a du positif. SNCF aurait pu exploser, être désintégrée, ce qui était la volonté de certains, ça n'a pas été le cas. Je souligne ça positivement. Et puis, le réseau structurant devrait effectivement être en situation d'amélioration. Alors ma question, je remarque que ni dans cette réforme du ferroviaire, on a évoqué le report modal, ni dans cette réunion de TDIE, on ne parle du report modal, comme si c'était un terme dépassé. Et pour reparler du report modal, le débat ferroviaire n'a pas évoqué les questions véritablement environnementales et des financements du futur qui prennent en compte les externalités, qu'elles soient positives ou négatives, et tentent d'apporter des régulations. Vous venez d'en dire un mot sur la probabilité d'une timide vignette, parce que vos propos étaient timides tant le sujet est sensible, on le comprend, mais il y a une vraie question là-dessus, sur le même gouvernement qui a proposé une trajectoire sur la transition climatique. Eh bien, on n'a pas ce débat et les financements du futur, tant pour la route du futur que pour le train du futur, qu'une TVA sur le kérosène, par exemple. Alors, ma dernière question, elle est transgressive volontairement, puis peut-être un petit peu provocante, puisque vous vous apprêtez à vendre, paraît-il, dans de bonnes conditions, un monopole naturel comme Aéroport de Paris. Moi, j'ai constaté que tous les États qui ont des politiques ferroviaires structurantes, efficaces, à la Suisse, eh bien, il y a un État stratège qui se donne une visibilité financière sur le moyen long terme. Pourquoi ne pas affecter la vente d'Aéroport de Paris aux autres, un report modal des financements, en quelque sorte? Je pense que c'est pour vous. Alors, bon, juste pour commencer, on parle bien de la 31, pas de la 31 bis, je pense. Effectivement, la 31 bis est un projet. La question du financement de ce projet, ça sera l'équilibre entre les subventions et le péage. Et ces sujets ne sont pas tranchés. C'est vrai que moins il y aura de péage, plus il faudra de subventions. Et il y a un moment donné, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui mette la main à la poche. Alors, je ne sais pas quel sera le contribuable, mais au bout de l'histoire, c'est toujours un contribuable. Et je crois que là, les choses ne sont pas aujourd'hui tranchées sur ce projet. Globalement, bon, sur ADP, enfin, là pour le coup, je ne sais pas si c'est transgressif, mais en tout cas, j'ai pas vraiment là, les armes et la capacité de répondre à une telle question. Évidemment, alors, il me semble que les aéroports sont pas des monopoles naturels. La voie ferrée, oui, mais enfin, on peut avoir des aéroports privés. C'est pas forcément, voilà. Et puis il y a beaucoup d'aéroports qui sont sous concession. Donc là, la question de à quoi sera utiliser la recette d'une telle privatisation, ou serait utilisée la recette d'une telle privatisation, je dirais, dans un premier temps, au compte d'affectation spéciale des dividendes de l'Agence des participations de l'État. Voilà. Et puis ensuite, l'État, dans sa sagesse, utilisera ce compte d'affectation spéciale aux usages dont il estimera qu'ils doivent être... Et je crois avoir compris que le président de la République a en tête un grand projet d'investissement pour le pays. Alors bon, évidemment, les transports terrestres viendront émarger à ce grand projet, mais il y aura peut-être aussi, j'en sais rien, du numérique, des fibres, des choses comme ça. Et les choses ne me semblent pas décidées à ce stade. Merci. Philippe Duron, vous allez avoir la parole pour conclure.